bonjour à tous. Merci pour votre accueil adorable et merci à vous, Jean-Michel, de m'avoir encore invité au CERA. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. J'ai eu la chance de déjeuner avec une partie de l'équipe tout à l'heure et vraiment, c'est formidable ce dynamisme du CERA que je retrouve à chaque fois avec grand bonheur. Alors, je vais aller vite, hein, la situation est absolument catastrophique. Alors, au déjeuner, certains d'entre vous m'ont dit il faut donner de l'espoir. Bon, alors, je vais essayer. Hein. Mais clairement, le tableau que je vais vous dépeindre est pas dingue. Et je pense qu'on aurait pu faire beaucoup de choses pour éviter d'en arriver là. Voilà. Vous le savez, on s'est déjà vu. Ça fait des années qu'avec mon équipe de la Fondation IFRAP, je me bats pour qu'on prenne conscience du fait qu'on ne peut pas dépenser l'argent public comme ça sans compter. Sans aucune corde de rappel, sans évaluation de l'efficience de la dépense par le Parlement, sans un travail de fond en fait sur cette question. Et là maintenant, on est au tournant. Alors le côté positif, c'est qu'en fait, on est arrivé tellement loin que maintenant, il va falloir agir. Voilà. Alors soit ce sera nous, soit ce sera le FMI. Voilà. Hein, il n'y a pas 1000 solutions. Donc soit on se retrousse les manches, on fait le boulot, comme d'autres pays l'ont fait, soit on attend d'être dans une situation tellement catastrophique qu'on sera obligé d'appeler à l'aide. Et là, ça peut être beaucoup plus compliqué. Alors, moi, je crois toujours qu'on peut décider nous-mêmes de faire quelque chose maintenant. Alors, je l'ai dit dans mon livre, hein, où va notre argent? Je l'ai dit dans toutes les publications de la Fondation. On a sorti cet été, en juillet, un numéro sur les 30 milliards d'économies, le plan à faire pour 2025. C'est hyper documenté. Il y a une page, la page 10. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit sur le site de la Fondation. Et on explique exactement comment on peut faire les 30 milliards d'économies qu'il nous faut pour 2025, sans augmenter les impôts. Hein, parce que c'est ça, hein, le gros débat en ce moment, hein, quand vous allumez la télé, vous l'avez vu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer comme nouveaux impôts en France? J'ai écrit un petit papier dans le Figaro il y a quelques jours pour dire non mais attendez, on ne va pas refaire le concours Lépine des impôts les plus bêtes alors qu'on est déjà les plus taxés partout. Hein, on est les plus taxés sur le capital, on est les plus taxés sur le logement, on est les plus taxés sur le travail, on est les plus taxés sur les entreprises. Vous êtes beaucoup d'entrepreneurs bien placés pour le savoir. Hein. On a montré qu'on avait 157 milliards de prélèvements obligatoires qui pèsent en plus sur nos entreprises par rapport à la moyenne de la zone euro. Donc c'est absolument gigantesque. Hein. C'est 5 points de plus de PIB par rapport à l'Allemagne de fiscalité qui pèse sur nos entreprises. Et en fait, l'écart qu'on a avec les autres pays, il est entièrement payé par les entreprises. C'est incroyable. Hein. La fiscalité des ménages, elle est mal répartie, donc elle est de plus en plus concentrée en France. Mais grosso modo, elle est assez comparable à celle des autres pays. Mais la fiscalité des entreprises, tout prélèvement obligatoire confondu, bien sûr, il y a les charges aussi dedans. Hein. Là, c'est beaucoup plus cher, et notamment les charges employeurs et les taxes de production, mais ça, vous savez ça par cœur aussi. Donc, le combat qu'on a à mener aujourd'hui, c'est un combat pour empêcher la hausse des impôts. Et c'est très important, parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir la réindustrialisation du pays et dire qu'on va mettre une surtaxe à l'IS. Hein. C'est ce que j'avais listé, hein, les pistes, hein, tout le monde les connaît, hein, c'est 3 points de plus à l'impôt sur les sociétés. Alors, on essaie depuis plusieurs années de baisser le taux d'impôt sur les sociétés et tout d'un coup, on va le remonter. Ça n'a aucun sens. Alors même qu'on a toujours plus de 150 milliards d'écart avec les autres pays. On essaie de baisser la fiscalité du capital pour justement inciter à investir dans l'économie, etc. Et on va montrer dans une prochaine étude de la Fondation, qui, de mon point de vue, est absolument passionnante, c'est qu'on n'est pas à moins de fiscalité sur le capital depuis 2017, mais en part de PIB, on est à plus. On arrive à 11% du PIB de fiscalité du capital, presque 300 milliards, hein, qui en fait sont très supérieurs à ce qui se passe dans les pays comparables, puisque c'est 60 milliards de plus. Hein. Donc quand on a, oui, dans la fiscalité du capital, il y a les taxes sur le stock, hein, sur l'IFI, etc. Puis il y a les taxes foncières, et puis il y a le PFU, hein, le fameux PFU, que certains veulent augmenter aussi, hein, le prélèvement forfaitaire unique. On nous dit il faut absolument augmenter le PFU parce que les plus riches ne payent pas assez d'impôts sur leurs revenus du capital.
Mais moi, j'essaie d'expliquer aux journalistes que depuis 2017, on a augmenté les recettes de fiscalité sur les revenus du capital. On ne les a pas baissées en mettant en place le prélèvement forfaitaire unique. On les a augmentés parce qu'on a incité les gens à se verser plus de dividendes, à réaliser leurs intérêts, à réaliser des plus-values. Résultat, il y a eu plus de revenus du capital et il y a eu plus de recettes. On était à 30 milliards, on est passé à 60 milliards. On a doublé les recettes sur la fiscalité des revenus du capital des ménages. Mais ça, personne ne le comprend. Là, on est en train de parler du Dutreil. Je ne sais pas si vous avez dans vos entreprises utilisé les pactes Dutreil pour passer aux générations suivantes. C'est tellement important de pouvoir transmettre dans les territoires, les entreprises d'une génération à l'autre. C'est la base pour garder l'emploi, pour garder les entreprises dans les territoires. Tous les pays d'Europe sont en train d'énormément évoluer là-dessus. Les Suédois, depuis 2004, ils ont mis à zéro la fiscalité sur les transmissions, les successions et les donations. Pour tout le monde, pas que pour les entrepreneurs. Pour tout le monde. Et ce sont des sociodémocrates, ce ne sont pas des ultralibéraux ou je ne sais quoi qui l'ont fait. Ce sont juste des personnes de bon sens qui ont dit maintenant, pourquoi le fondateur d'IKEA est parti en Suisse? On aimerait bien qu'il reste en Suède. Et donc, ils ont dit, on va faire à zéro pour tout le monde. Et bien depuis, ça va très bien en Suède. C'est pas la catastrophe du tout, c'est pas spécialement un pays encore plus inégalitaire, etc. Au contraire, ils ont un PIB par habitant qui est beaucoup plus élevé que le nôtre, la création de richesse par habitant. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux qu'un pays où on se transmet les entreprises, où on garde les entreprises, où on crée des emplois marchands? Mais nous, on est toujours dans l'idéologie. Là, j'ai lu un papier dans le Figaro tout à l'heure sur Thomas Piketty. Intéressant. Tout d'un coup, tout le monde commence à dire ah bah oui, mais les chiffrages de Thomas Piketty, c'est quand même pas tout à fait ça, etc. Nous, ça fait combien de temps qu'on le dit? En 2012, pendant la campagne de François Hollande, qu'est-ce qu'on avait à la télé? Ça avait commencé déjà en 2007 avec la campagne de Ségolène Royal. On disait plus on est pauvre, plus proportionnellement on paie d'impôts en France. Mais les chiffres étaient totalement faux. C'était hors aide sociale. Hors redistribution. Résultat, évidemment, si vous avez quasiment pas de revenus du travail et qu'on compte que sur vos revenus du travail ce que pèse la fiscalité en comptant en plus la TVA, évidemment, vous avez des niveaux d'impôts énormes. Alors qu'on a montré avec tous nos travaux de la Fondation IFRAP qu'on est parmi les pays les plus généreux pour des couples ou des monoparentaux qui ne travaillent pas, qui ont des enfants, etc. On arrive jusqu'à 3 000 € d'aide en net par mois pour des familles avec 4 enfants en France. On est parmi les plus généreux de tous les pays comparables. Alors, certains sont un tout petit peu au-dessus de nous, les Allemands, sur certaines configurations, avec un certain nombre d'enfants. Vous pouvez regarder sur notre site, on a comparé tous les pays, c'est absolument passionnant. Alors évidemment, si on ne prend pas les revenus de la redistribution, alors qu'il y a 130 milliards de revenus de la redistribution sous critères de ressources, et qu'on dit après combien on paye d'impôts par rapport à uniquement quelques revenus du travail, on peut dire il y a beaucoup plus d'impôts qui sont payés par les plus pauvres, alors que c'est totalement faux. Et qu'est-ce que ça va être le sport là dans les prochains mois et dans les prochaines semaines? Ça va être de trouver qui pourrait être la victime qui pourrait prendre en charge une partie de la fiscalité supplémentaire. Donc on n'arrête pas de nous parler des riches et des super riches. Mais alors c'est super intéressant parce que par exemple on a eu ces derniers jours le sujet du gel du barème de l'impôt sur le revenu. C'est passionnant ça. Bon, alors quand il y a un peu d'inflation, heureusement il y a un peu moins d'inflation en ce moment. Alors quand il y a un petit peu d'inflation, qu'est-ce qui se passe? Oui, on revoit les tranches du barème parce que si avec l'inflation qui passe, on vous garde toujours les mêmes tranches du barème, vous payez de plus en plus d'impôts et vous vous appauvrissez en fait d'une certaine manière de plus en plus parce que votre impôt gonfle, mais c'est bien plus évidemment que vos revenus. Donc là, il y a un énorme sujet. Si vous gelez le barème de l'impôt, certains disent que ça fait 4 milliards de recettes supplémentaires. Nous, on ne dit pas du tout. Avec l'inflation actuelle, c'est plutôt 3 milliards de recettes supplémentaires. Et puis ensuite, on dit, mais attendez, il y aurait une revalorisation du barème pour ceux qui sont dans les faibles revenus. Et puis les travailleurs ne seraient pas concernés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je regarde toutes les tranches. Il y a une tranche à 45, une tranche à 41, une tranche à 30, une tranche à 11. Quand vous regardez la tranche à 45, ça représente 67 000 ménages. Si vous gelez que celle-là, alors soi-disant qui seraient les plus riches, là vous allez avoir quoi? 250 millions d'euros de revenus supplémentaires, quasiment rien en termes de recettes. Je vous rappelle que le déficit il est attendu dans l'ordre de 160 milliards.
Hein? Donc, vous voyez ce que ça pèse. Hein, 250 ou 300 millions d'euros face à 160 milliards de déficit public. Après, si vous prenez la tranche à 41 en plus, ça vous fait que 800 millions d'euros de recettes supplémentaires. 800 millions d'euros toujours face à 160 milliards. C'est peanuts. Et si vous prenez la tranche à 30, alors là, parce que dans les Échos, ils disent la tranche à 45 ne serait pas revalorisée, la tranche à 41 et peut-être même la tranche à 30. Oui, bah c'est normal parce qu'en fait, il n'y a qu'à partir de la tranche à 30 à se bouffer 1,5 milliard ou 2 milliards. Mais la tranche à 30, on y rentre à 2400 euros par mois net avant impôt. On est riche à 2400 euros net par mois avant impôt. On est super riche sûrement. Donc, il y a quelque chose de totalement lunaire dans le débat public où on a l'impression qu'il y a des réserves de richesse chez des ménages. Alors tout d'un coup, on pourrait les taxer puis ça résoudrait tous les problèmes. Moi, j'ai suivi, je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers jours, l'audition de Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, donc les deux ministres de Bercy démissionnaires, par Éric Coquerel à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Ça valait son pesant d'or. Je vous assure que je ne comprends pas comment, dans une grande démocratie comme la France, en 2024, on peut avoir un président de la commission des finances de l'Assemblée nationale qui représente la nation, poser la question de comment ça se fait que maintenant, les 500 plus grandes fortunes de France, donc beaucoup d'entrepreneurs, représentent 42% du PIB quand on prend l'addition de tous leurs biens professionnels. Donc déjà, je pose la question comment on peut additionner des biens professionnels qui est quand même du stock de biens professionnels par rapport à du PIB, qui est quand même une création annuelle de richesse. Bon, déjà, moi, j'ai un problème avec ça, mais Challenge l'a fait dans la présentation de ces 500 fortunes. Ensuite, je pose la question, comment on peut considérer que, parce que c'est ça qu'Éric Coquerel dit dans sa question à Bruno Le Maire, mais à cause de votre politique d'allègement de la fiscalité du capital, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Les entrepreneurs de France se sont tellement enrichis que maintenant, ils posséderaient 42% du PIB. Non, mais vous savez, les 500 plus grandes fortunes de France dans Challenge, ça fait 1600 milliards d'euros. Mais le patrimoine des Français, c'est 14 000 milliards. Et le patrimoine net de la France, c'est 20 000 milliards. Donc déjà, il faut comparer des choses avec des choses qui sont comparables. Ensuite, quand vous prenez la liste des soi-disant fortunes de France, bon, il y en a forcément 500. Mais quand vous prenez que les milliardaires, il y en a 147. Vous regardez qui est résident fiscal en France. Mais il y en a très peu. À peine la moitié. Nous, on en compte entre 50 et 60. Et au lieu de dire à la commission des finances, de dire, mais attendez, il y a des gens géniaux, des Français géniaux, qui sont milliardaires, qui ont monté des tas de boîtes et qui ont créé des tas d'emplois et qui ont des tas d'usines dans le monde. Alors, ce serait génial qu'ils reviennent un peu plus en France. Ça devrait être ça le débat à la commission des finances. On devrait dire... Mais attendez, pourquoi on a fait partir ces gars qui sont super, qui sont des familles entrepreneuriales extraordinaires et qui finalement, pour l'un, les uns sont partis en Suisse, les autres ailleurs. On est en train de se dire qu'on a fait trop grossir le patrimoine national. Et puis par ailleurs, une partie de ceux qui sont comptés dedans, par exemple comme le patron de Telegram, mais on ne peut pas considérer qu'il est vraiment une fortune française. Parce que, et donc tout ça est totalement hors sol. Voilà. Et donc, quand vous vous dites qu'on est en train d'aller droit dans le mur de la dette et qu'on en est encore là, dans des débats qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas du tout constructifs pour notre avenir. Quand j'ai vu l'autre jour, j'ai eu l'occasion de débattre de manière fortuite et inattendue avec Sandrine Rousseau. Alors, je peux vous dire que c'était quand même un peu le choc des cultures. Je me suis permis de lui rappeler qu'elle avait dit cet été, vous vous en souvenez, que pour résoudre le problème de la dette, il fallait aller chercher l'épargne des Français. Hein, vous vous en souvenez? Elle m'a dit que non, elle ne l'avait jamais dit. Bon. Sauf qu'en réalité, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? On a un taux d'épargne qui est hyper élevé chez nos ménages. On a un attentisme énorme chez nos entreprises parce que tout le monde se dit mais à quelle sauce on va être mangé? Donc on n'est pas du tout en train de se dire tiens mais je vais investir, tiens je vais embaucher, tiens je vais m'acheter quelque chose de cher, etc. On se dit plutôt attends, je vais thésauriser un peu, je vais attendre de voir comment ça se passe, etc. Donc on est en train de faire caler l'économie avec tous ces débats complètement
obsolète, parce qu'il n'y a aucun pays où on est en train de se dire quel riche on va couper la tête pour pouvoir résoudre le problème du déficit. Hein. Il n'y a que chez nous qu'on est en train de faire ce débat-là en permanence. Et j'ai vu, j'étais à Annecy il y a 2 jours au MEDEF, et je vois des entrepreneurs quasiment tous les jours qui me disent, mais qui sont catastrophés par la tournure que prend le débat public en ce moment. Comment est-ce que les entrepreneurs de France peuvent dire on est prêt à payer plus d'impôts avant même d'avoir vu la loi de finances, avant même d'avoir entendu le discours de politique générale? Mais ce n'est pas possible en fait. Hein, c'est absolument impossible. Donc là, je suis en train de rédiger un papier pour la presse que je suis en train de corriger. Et je suis intervenue hier matin sur Europe 1 et aussi sur CNews sur le sujet pour dire mais ce n'est pas des contreparties, oui, il faut les exiger. Mais vous pensez bien que Bercy ne va pas téléphoner aux entrepreneurs en disant « Attendez, j'ai prévu ceci, ça vous plaît? Est-ce que c'est cela ?» Alors, avant de décider s'ils vont augmenter l'impôt. Ils vont augmenter l'impôt tout de suite. Et puis, ils vont faire croire qu'ils vont faire des économies et puis ils ne vont pas en faire plus que ça. Donc maintenant, il faut qu'on rentre dans un bras de fer, un véritable bras de fer entre les agents économiques de ce pays et ceux qui sont décisionnaires dans nos administrations pour, à un moment, couper le robinet de la dépense qui est ouvert, mais de manière complètement démesurée depuis le Covid. Hein, faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Là, j'étais au téléphone avec un journaliste juste avant de venir, parce que le téléphone n'arrête pas de sonner, parce que hier soir à 22h, on m'appelle en me disant on attend un dérapage du déficit, mais beaucoup plus grave que ce qui est prévu. Ce ne serait pas 5,6, ce serait déjà plus de 6% dès cette année. Hein, c'est-à-dire, en gros, 50 milliards de plus que ce qui a été voté pour cette année à l'Assemblée nationale l'année dernière, hein, en loi de finances initiale. Un dérapage de 50 milliards, un truc qu'on n'a jamais vu, hein, hors crise. C'est-à-dire quand il y a une méga crise qui arrive, ok, mais là, il n'y a plus de pilotage des finances publiques en fait, hein, plus aucun pilotage. On n'a pas eu de loi de finances rectificative, on aurait dû en avoir au moins une, voire 2 depuis le printemps dernier. On n'y voit rien. En exécution, on ne sait pas du tout où on va être en dépenses. On a d'énormes problèmes de récupération de la recette fiscale. Vous l'avez entendu, ils s'attendent à 10 milliards de moins sur l'impôt sur les sociétés, 4 milliards de moins sur l'impôt sur le revenu. En tout, une baisse de 30 milliards des recettes fiscales. Et encore, ça, c'est quelque chose qui était prévu il y a 1 mois. C'est peut-être encore pire que ça. Et tout ça parce qu'on a créé un climat totalement délétère dans notre pays depuis la dissolution. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une période qui n'était pas forcément une période facile. Mais là, avec tout ce qui s'est passé, qu'ont pensé les gens? Forcément, quand on se dit on va avoir le nouveau Front populaire au gouvernement, ça ne donne pas envie de faire des super projets. Hein, vous êtes d'accord? Hein, quand on vous dit vous êtes taxé à 90%, quand vous aurez des successions à plus de 12 millions, l'État prendra 100%, on va revenir sur la réforme des retraites. Ça coûte 50 milliards, on ne sait pas comment on va financer, mais ce n'est pas grave. Mais on se dit, on va vers la faillite. Hein. Et donc, ça ne donne pas envie. Et moi, je l'ai dit au moment où il y avait le débat des législatives, vraiment, je n'ai pas pris de gants là-dessus. Nous, on avait chiffré à 250 milliards de dépenses supplémentaires par an à l'horizon 2027. Le programme du nouveau Front populaire, c'était la catastrophe financière assurée. Alors, on est déjà dans une situation extrêmement difficile, mais là, c'était pire. C'est-à-dire qu'on n'avait plus 160 milliards ou 150 milliards de déficit, on allait vers les 300 milliards de déficit annuel. Et alors, il y a quelque chose qui m'épate, moi, dans le débat public, c'est que personne ne leur pose la question de comment ils trouvent l'argent sur les marchés pour financer tout ça. Hein, parce que vous croyez vraiment que les marchés vont dire « Ah bah attendez, je vais vous prêter 500, 600 milliards cette année. » Vous savez, là, tous les calculs qui sont en train d'être faits pour 2025, c'est qu'on va avoir besoin de 345 milliards à emprunter sur les marchés. On sera le premier emprunteur de toute la zone. Et on commence à emprunter plus cher en ce moment que la Grèce à 5 ans. Hein, on emprunte à 2,48 quand les Grecs empruntent à 2,40 là. Alors, pendant des années, on a dit les autres, mais non, mais nous, on est trop gros, ça ne nous arrivera pas, etc. Une crise de la dette, ça peut arriver à tout le monde. Hein, on n'est pas protégé par notre statut ou notre nom ou notre réputation ou quoi. Au contraire, alors il y a une chose qu'on fait bien, c'est prélever l'impôt.
Ça oui. Ça, c'est quelque chose que les marchés nous reconnaissent, c'est qu'on est très très bon pour prélever l'impôt. Sauf que depuis la dissolution, moi ce que j'entends, et je ne sais pas si dans les territoires ici c'est pareil, mais je ne pense pas, parce que je pense que ici vous avez une vision encore plus patriote, je pense. Mais les avocats fiscalistes à Paris, qu'est-ce qu'ils font depuis le mois de juin? Des dossiers pour les entrepreneurs et les hauts patrimoines pour dire comment est-ce qu'on pourrait partir ailleurs fiscalement. Hein? Parce que tout le monde se dit, est-ce qu'on peut rester? Est-ce qu'on va rester? Est-ce qu'on peut continuer à développer des entreprises, à investir dans un pays comme la France avec tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure? Et c'est une vraie question, une question presque à un moment familial, viscéral. Est-ce qu'un pays comme la France va continuer à aimer ses boîtes, ses entrepreneurs? Et je pense que ce serait le moment aujourd'hui de dire, mais attendez, on va tout faire pour avoir une fiscalité au service des entreprises, au service de la création d'emplois, au service de la création de valeur ajoutée marchande. Parce que si on ne crée pas plus de valeur ajoutée marchande, le problème il est sans fin. On ne peut s'en sortir que par le haut, que en créant de la croissance, plus de croissance, que en créant plus de richesse. Et ce qu'on a montré dans une étude, et j'ai laissé quelques numéros de l'étude là à l'entrée, on a travaillé sur un sujet qui intéresse absolument personne. Peut-être ça va vous intéresser. C'est comment notre PIB est trop peu constitué finalement de création de valeur ajoutée marchande. Il y a quelques années, on parlait souvent du PIB marchand, etc. Mais maintenant, on n'en parle plus jamais. Et qu'est-ce que ça veut dire le PIB marchand? C'est la richesse qui est créée vraiment dans nos entreprises. Il n'y a que 69% de notre PIB qui vient en fait de création de richesse marchande. Et donc on est très faible par rapport aux autres pays en Europe qui sont à 74% en moyenne. Si on avait la même création marchande de valeur ajoutée dans l'industrie que les Allemands, ça nous ferait 240 milliards de PIB par an de plus. Et ça nous ferait 100 milliards de prélèvements obligatoires en plus. La porte de sortie, elle est là. C'est la création de richesse dans nos boîtes. C'est la seule chose qui peut nous permettre de finalement ne pas nous enliser dans cette espèce de crise de la dette qu'on est en train d'appréhender. Le problème, c'est qu'il faut changer de modèle, en fait. Alors là, pour 2025, nous, on a chiffré toutes les économies. Je vous en parlais tout à l'heure. Ce n'est pas des économies intelligentes. Ce sont des économies bêtes. Mais on est obligé de faire des économies bêtes quand on fait des économies à 3 mois. Là, il nous reste 3 mois avant le début de l'année, en gros, de l'année prochaine. Vous croyez que c'est le temps de la réorgue, des réformes systémiques, etc. Pas du tout. Là, on n'est pas en train de se dire qu'on va réorganiser la France, décentraliser, recentrer l'État sur ses missions régaliennes, dédoublonner, réduire les dépenses de la complexité administrative et des cofinancements, de l'enchevêtrement des compétences et tout. Ça, on ne peut pas le faire en 3 mois. Ce n'est pas possible. Donc là, c'est ce que j'expliquais aux journalistes que j'avais au téléphone là, depuis la salle d'à côté. Là, il faut prendre des décisions, simples, facile à faire comprendre. Il faut geler la dépense le plus possible, c'est-à-dire ne pas augmenter les aides sociales. Vous voyez, on a regardé à la Fondation IFRAP depuis 2010. C'est passionnant. On a revu, remonté, indexé, on appelle ça indexé, c'est-à-dire augmenter du niveau de l'inflation les aides sociales plus que l'inflation en fait. L'inflation, depuis 2010, en moyenne, elle est autour de 1,6. Et notamment le RSA, par exemple, il a été revalorisé en moyenne de 2,3 par an. Donc on a plus revalorisé les aides sociales qui sont non contributives, c'est-à-dire qu'on n'a pas cotisé pour, et qui sont versées sous critères de ressources, que l'inflation et que les pensions, pour lesquelles on a cotisé toute sa vie. C'est-à-dire qu'on a moins bien revalorisé les pensions que les aides sociales. C'est absolument incroyable ce qui s'est passé ces dernières années. Donc, comment on peut faire? On dit, on gèle l'ensemble des aides sociales, ça fait 3 milliards d'euros d'économie en 2025. C'est pas rien, 3 milliards d'euros d'économie. Si vous dites, je gèle les dépenses de rémunération publique, on ne revalorise pas les salaires publics du tout, et on ne fait pas d'augmentation à l'avancement. C'est-à-dire qu'on dit, cette année, vous ne changerez pas de salaire. Voilà. Ça fait 8 milliards. C'est pas rien. C'est pas une paille. C'est beaucoup par rapport aux 30 milliards. Si on dit les pensions,
on a cotisé toute sa vie pour y avoir droit, donc c'est normal d'indexer, mais le problème, c'est que là, on n'a pas les moyens d'indexer en début d'année. On dit on indexe en fin d'année. Rien que ça nous fait 6 à 7 milliards d'euros d'économie. Est-ce que vous ne croyez pas que les Français sont capables de comprendre qu'on leur dise, là, on va vers une crise de la dette. Si on ne fait pas quelque chose tout de suite, et on ne peut pas augmenter les impôts, parce que si on augmente les impôts dans le pays qui est déjà le plus taxé de tous les pays comparables, ça n'apportera rien. Il n'y aura pas de recettes supplémentaires, en fait. Ça n'apportera que du désagrément, c'est-à-dire des incitations à l'investissement, fermeture d'entreprises, délocalisation, départs fiscaux de nos entrepreneurs, et ce serait une catastrophe pour la France. Si on explique qu'en gelant tout sur un an et en faisant 30 milliards d'euros d'économies, en baissant un peu les subventions aux associations de 10%, hein, il y a 30 milliards de financement de subventions aux associations. Je peux vous assurer qu'il y a énormément d'associations qui ne déposent pas leurs comptes, qui n'expliquent pas du tout comment ils dépensent l'argent public. Hein. Et ce n'est pas du tout vissé, les dépenses en l'occurrence. Vous pouvez très bien faire 1,6 milliard d'économies sur 30 milliards. Ce n'est pas énorme et ça ne changera rien ensuite sur le niveau de qualité disons de ce que font les différentes associations de par leur objet social. Si on fait tout ce travail de manière juste, équitable, etc., il y a aussi l'absentéisme dans le secteur public qui est énorme, qui coûte aussi cher que dans le secteur privé, alors qu'il n'y a que 20% des gens qui travaillent dans le secteur public. Hein, c'est 16 milliards, 16 milliards. Il y a autant de dépenses d'absentéisme public que privé. Normalement, on devrait au moins avoir 7 milliards de moins que ça dans le public. Si vous baissez le taux de remplacement quand vous êtes malade des agents du public, vous le mettez à 90% du salaire, ce n'est pas une catastrophe. Déjà, ça vous fait 1 milliard d'économies. Vous mettez à 80, ça vous fait encore plus de milliards d'économies. Il y a des tas de choses à faire. Et les milliards, vous les voyez tous les jours autour de vous, mal dépensés, les doublons, l'enchevêtrement des compétences, la complexité, l'ensemble des normes qui tombent en permanence à la fois sur les ménages et sur les entreprises, etc., qui coûtent extrêmement cher, y compris aux collectivités locales, parce que les normes s'appliquent aussi aux collectivités locales. Hein. Ces dernières années, c'est 16 milliards de normes qui sont tombées en plus sur les collectivités locales à cause de lois qui ont été décidées. Je ne vais pas revenir sur les ZAN, les ZFE, les DPE, etc., mais toute la loi climat-résilience qui nous coûte des milliards sans pour autant être sûr que ça aura un impact si intelligent que ça sur l'environnement. À la fin, on peut se dire qu'on a tous les moyens de baisser la dépense. La question, c'est est-ce qu'on va avoir envie de le faire? Et vous avez vu la prise de position du MEDEF ces derniers jours est assez intéressante. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui a été dit, que finalement les entreprises étaient prêtes à payer plus d'impôts, mais à condition d'avoir des économies en face. Alors là, ils ont sorti quelques idées d'économies, mais franchement, ce n'est pas des économies pour 2025. Récupérer la fraude sociale sur les cotisations, 13 milliards, vous ne les récupérez pas en 25, vous ne les récupérez pas tout de suite, ce n'est pas possible. Parce que ça demande de mettre en place des mesures beaucoup plus long terme. Donc peut-être que vous pouvez imaginer récupérer 1 milliard, mais pas 13. Donc aussi, il faut de la cohérence dans la réponse des acteurs économiques et dans leur chiffrage. Il faut absolument quelque chose de solide. C'est pour ça que nous, on a publié cette étude, parce qu'on s'est dit, si nous, on ne fait pas ce travail de documenter les 30 milliards d'économies de 2025, mais qui va le faire? Puisque nous sommes les seuls quasiment à avoir dit à la Fondation IFRAP depuis des années, maintenant, il faut arrêter de dépenser sans compter et identifier les économies. Après, on est en train de préparer une autre étude, parce que ça, c'est que pour 2025. Et en fait, d'ici 2027, il va falloir faire 110 milliards d'économies. Encore une fois, si on ne veut pas augmenter les impôts. Et là, le gouverneur de la Banque de France, je trouve, est aussi, disons, trop ouvert à la hausse d'impôts. Il faut arrêter avec cette histoire de justice fiscale, etc., qu'on pourrait encore augmenter la pression fiscale. Quand le gouverneur de la Banque de France il dit qu'il faut 3/4 de baisse de la dépense et 1/4 de hausse d'impôts, nous, on dit non, il faut 4/4 de baisse de la dépense. Non, mais clairement, il faut arrêter de continuer à taxer. Si taxer plus, donner des résultats pour réduire le déficit, ça aurait marché depuis longtemps.
Alors, en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a des grands esprits parisiens qui se penchent là-dessus tout le temps. Ils sont très, très intelligents. Et ils disent, ah oui, alors c'est vrai, alors Sarkozy, bah oui, il a augmenté les impôts. Et puis après, Hollande, il a augmenté aussi. Puis après, il les a baissés. Et puis après, Macron, il a continué à baisser. Mais après, maintenant, il faudrait qu'il les remonte. Mais en fait, c'est ça. En fait, tu baisses l'impôt, tu le montes, tu baisses l'impôt, tu le montes. En fait, en face, tu baisses pas la dépense, tu as plutôt tendance à la monter. Et résultat, tu fais quoi? Tu creuses le déficit. Et donc, à la fin, après avoir baissé l'impôt, 2,1 points de baisse des impôts par rapport au PIB par Emmanuel Macron. Mais comme il n'a pas gagé par des baisses de dépenses, bah derrière, on a quoi? On a du déficit. Et derrière, on a quoi? Un effet boomerang avec des hausses d'impôts qui s'annoncent si on fait rien sur la dépense. Donc, on tourne en rond. On tourne en rond dans le pays le plus taxé, en train de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Et à chaque fois, on retombe sur quoi? Sur le levier fiscal. Et ce n'est plus possible. Et c'est pour ça que moi, j'encourage l'ensemble des entreprises de ce pays, et je ne dis pas le patronat, parce que je trouve que ça va beaucoup plus loin que le patronat. C'est l'ensemble des entreprises à dire maintenant, tant que vous ne nous avez pas dit où est-ce qu'on coupe, où sont les économies, et que vous n'êtes pas engagé dessus, on est sur une période aussi de gel. On arrête d'embaucher, on arrête d'investir, et puis on attend de voir ce qui va se passer. Parce que je pense que c'est comme ça que, notamment, sous François Hollande, ça a débloqué la situation. Il y avait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au moment du ras-le-bol fiscal? Pas d'embauche, pas d'investissement. Résultat, la croissance, il n'y en avait pas. Et résultat, il y a eu le CICE et le pacte de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la compréhension que la dynamique, elle se faisait par l'entreprise. Donc, je pense que c'est le temps du bras de fer qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Et pas le temps de la petite discussion gentille. Vous savez, quand la CGT fait grève à la SNCF, tout le monde trouve ça super. Hein, non, mais à la radio, à la télé, on dit, ben voilà, il y a Xème grève à Noël. Oui, mais c'est vrai, ils ont des revendications, etc. etc. Bon. Moi, je crois qu'il est temps de dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut plus. Voilà. On ne peut plus augmenter l'impôt. Maintenant, il faut faire différemment. Voilà. Et on ne peut plus continuer à dépenser sans compter avec une productivité hyper faible dans les services publics. Hein. Nous, on avait chiffré, hein, le manque de productivité dans les services publics nous coûte 34 milliards d'euros par an. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est très cher. Et les doublons de compétences et l'inorganisation administrative de la France, c'est 70 milliards de coûts supplémentaires par an. Vous voyez? Il y a des coûts partout qu'on peut couper. Sauf que, évidemment, c'est plus facile quand on est politique de dire je vais dépenser plus que je vais dépenser moins. Alors, moi, il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit mais en fait, on ne l'a jamais fait en France, on ne sait pas faire. Voilà. J'étais sur BFM Business il y a une semaine et Nicolas Dose me dit mais en fait, on ne sait pas faire. Alors là, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Déjà, on a des entrepreneurs qui savent très bien faire. Donc, si on avait voulu, on peut très bien faire venir une petite équipe d'entrepreneurs et dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que vous feriez pour redresser les comptes? Peut-être que ça marcherait très bien. En 6 mois, ils auraient trouvé des solutions certainement très pertinentes. Et puis, j'ai regardé ce qui s'est passé à la Banque de France, par exemple. Justement, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, depuis 2015, il a baissé son budget en valeur. C'était plus d'1 milliard. Maintenant, en 2015 et en 2021, c'était 850 millions d'euros. Si on applique la même chose, la même baisse sur l'ensemble des dépenses publiques de la France, c'est 300 milliards de baisse. Ah oui? Donc ça existe. Ce n'est pas impossible. Vous m'avez demandé de donner de l'espoir. Ce n'est pas impossible. Il n'y a aucune raison qu'en France, on ne soit pas capable de baisser la dépense, en fait. Ça c'est une fausse nouvelle, hein, qui voudrait dire que nous, on n'est pas capable. Et alors, il y a aussi autre chose. On me dit, mais aucun pays n'a fait ça. Alors, avec mon équipe, on a regardé tous les pays, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède, le Portugal. Chaque fois qu'on a regardé un pays, et on a regardé s'ils avaient à un moment baissé en valeur l'ensemble de leurs dépenses publiques. Quasiment tous, 1 an ou 2, depuis les années 90, à un moment, ils ont baissé en valeur et ensuite ils ont maintenu au même niveau en valeur la dépense. Donc ça existe. Ce n'est pas impossible. En plus, ça existe en France, des organisations publiques qui arrivent à le faire, et ça existe à l'étranger en termes de dépenses totales de gelée.
Alors vous voyez, entre 2022 et 2023, on a dépensé 56 milliards de plus d'une année à l'autre. Vous avez trouvé qu'on avait des services publics incroyablement meilleurs? Non, pas du tout, à aucun moment. Par ailleurs, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas tomber dans un piège, hein, parce que notamment Sandrine Rousseau, son gros truc, c'est de dire il y a plein d'aides aux entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est les aides aux entreprises? Vous qui êtes beaucoup d'entrepreneurs, vous savez bien que dans les aides aux entreprises, c'est quoi? C'est des allègements de charges et des allègements d'impôts qui, en réalité, permettent juste de survivre. Hein, parce que si on enlève tous les allègements de charges et d'impôts qu'il y a dans les aides aux entreprises, ça fait 130 milliards de fiscalité et de prélèvements obligatoires en plus pour nos entreprises, alors qu'on a déjà 150 milliards d'écart avec les autres. Vous voyez, on aurait presque 300 milliards d'écart avec les autres pays de fiscalité supplémentaire. On serait à 19 points de PIB. Mais est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Non. Donc en fait, les allègements, ils sont juste là pour dire je vous rends un peu quelque chose pour pas que vous gardiez quand même un petit peu la tête hors de l'eau, mais c'est tout. Donc, est-ce que quelqu'un le comprend, ça? Dans le débat public, on brandit toujours ce chiffre, 150, 160 milliards d'aides aux entreprises, etc. On a l'impression que c'est des subventions. Ce n'est pas des subventions. C'est juste de l'argent qu'on prend en moins aux entreprises. Voilà, c'est des taxes en moins. Ce n'est pas des cadeaux. Et alors, quand on regarde les subventions, je l'ai fait avec mon équipe, et c'est passionnant. Une trentaine de milliards de subventions. Il y a un rapport de l'IGF là, qui est sorti, l'Inspection générale des finances, dans les revues de dépenses que Bercy avait réclamées ces derniers mois, qui portent que sur les aides aux entreprises. Ils ont fait des focus. Puis alors avec mon équipe, on regarde, on dit mais attends, c'est marrant ça. Sur les 18 milliards qu'ils ont étudiés, il y en a 16, c'est des subventions aux entreprises publiques. Alors on commence à chercher, puis on dit attends, on va expertiser la totalité des 30 milliards. Plus de 80% des subventions sont versées à des entreprises publiques ou des missions de service public. Donc, ce n'est pas du tout des aides aux entreprises. Ce n'est pas du tout des subventions. Donc, j'ai fait plusieurs émissions là-dessus pour dire, en fait, il n'y a pas d'aide aux entreprises en France. Il y a soit des subventions à des entreprises publiques, soit des taxes en moins ou des prélèvements en moins qu'on prend à nos entreprises pour éviter qu'elles fassent faillite, tout simplement. Enfin, voilà la réalité des choses. Mais même des politiques comme David Lisnard, par exemple, j'étais à l'AREF avec lui, pas cet été, mais l'été d'avant, disait qu'il y avait trop d'aides aux entreprises. Et c'est le sport national de dire ça. Alors on dit, bah oui, il faut trouver des milliards, alors on n'a qu'à aller rogner là-dedans. Bah non. En fait, il n'y a pas de possibilité. Ou alors, il se supprime des subventions à la SNCF. Ça ne nous gêne pas. Hein, mais peut-être c'est pas ça que Sandrine Rousseau avait compris. Hein, mais ça, on ne sait pas trop. Donc, le sujet maintenant, c'est de se dire comment faire passer ces messages. Moi, vous le savez, avec mon équipe, je travaille sur ces sujets depuis pas mal d'années et j'étais très frappée de voir que la dissolution est intervenue à un moment où on travaillait très très bien avec les équipes de Matignon et de Bercy pour préparer ce programme de baisse de 30 milliards de dépenses. Et mon avis, c'est qu'il y a énormément de déterminants budgétaires dans la décision de la dissolution. Beaucoup plus que tout ce qu'on a dit. Parce que le président de la République s'est dit qu'en fait, assumer ces 30 milliards d'économies en 25, alors qu'il a toujours dit qu'il n'augmenterait pas l'impôt, il n'était pas sûr de vouloir l'assumer finalement tout seul avec sa majorité, qui n'en était pas une, mais qui était quand même une sorte de majorité relative. Donc là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'au moment où on est face à l'obstacle, là, tout d'un coup, alors que nous, on était en train de travailler sur ces questions, qu'on avait des échanges permanents avec Matignon notamment, et l'équipe de Gabriel Attal, qui était vraiment focalisée là-dessus, puisqu'ils avaient dit qu'ils n'augmenteraient pas l'impôt, ils étaient vraiment en train de chercher des économies. Ils savaient qu'on était dans une situation catastrophique budgétairement. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais c'est les mêmes qui, en 2023, ont décidé sur un coin de table, au mois de juillet, d'augmenter le point d'indice des agents de 1,5 point et de faire bondir de presque 10 milliards les rémunérations des agents publics entre 2022 et 2023. Bah oui, c'est vrai. C'est absolument incompréhensible. Quelle boîte aurait voté un budget prévisionnel et aurait décidé tout d'un coup d'augmenter de 1,5 point l'ensemble de ses salariés pour 9 milliards de dépenses supplémentaires par rapport à l'année d'avant alors que ce n'était pas budgété? Personne. C'est pas possible, ça se voit nulle part. Enfin, c'est même grotesque en fait.
comment on peut faire ça dans un pays comme la France, 67 millions d'habitants, 1600 milliards de dépenses publiques oui, mais depuis, ça avait été largement dégelé. Et puis, il n'y a pas que ça. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que quand on gèle le point d'indice, ça ne gèle qu'une partie. L'avancement, le GVT existe. Et l'avancement, il coûte aussi des milliards. Hein, et par ailleurs, si vous gelez le point d'indice, mais que vous donnez des primes, il y en a eu plein des primes nouvelles qui ont été inventées ces dernières années. On n'a jamais autant dépensé en milliards qu'en ce moment sur la masse salariale. On est à 357 milliards de masse salariale publique. C'est gigantesque. On a embauché depuis 2017 170 000 personnes. On avait dit qu'il y aurait 120 000 postes supprimés. Vous vous en souvenez, en 2017 on a augmenté de 170 000. On avait entendu qu'il fallait quand même réduire le poids de la masse salariale publique par rapport au PIB parce qu'on est 2 points au-dessus des autres pays. À peu près 40 milliards de masse salariale supplémentaire en moyenne par rapport aux autres pays. On n'a rien vu de tout ça. Là, on n'arrête pas de dire que la dette supplémentaire, c'est à cause des retraites. Mais ce n'est pas que les retraites. En partie les retraites des agents publics, en partie les rémunérations des agents publics qui sont pas du tout contrôlées assez. Et on a vu les questions de productivité et d'absentéisme. Notamment depuis le Covid, on a un absentéisme du public qui a bondi. Nous, on travaille sur les bilans sociaux, les rapports sociaux uniques des collectivités locales. On n'a jamais vu des chiffres comme on a vu depuis le Covid, avec parfois 60 jours d'absence en moyenne par agent et par an dans certaines grandes villes de France. En plus des congés payés et tout, et des RTT et tout ça, et des jours fériés. Donc, il y a des journalistes étrangers qui sont venus parfois m'interroger sur certains chiffres, mais ils me disent, mais c'est possible ça? Parce qu'ils me disent, quand on additionne, ça fait 95 jours. Je dis, bah oui, je suis désolée, c'est les chiffres. Parce qu'ils travaillent souvent sur des chiffres des chambres régionales des comptes et ils me disent mais comment c'est possible? Ils essaient que je leur explique comment on peut arriver à autant de jours d'absence parce qu'ils ont l'impression que c'est quasiment toute l'année quoi, à la fin. Mais ça, qui en parle? Nous, ça fait des années qu'on en parle. Parce que vous pouvez embaucher des tas d'agents publics, mais si derrière il y a zéro productivité, la qualité du service public, elle ne suivra pas. Donc là, nous, on est en train d'essayer de calculer justement ce coût du manque de productivité. C'est très compliqué à faire. Je ne suis pas sûre qu'on y arrive d'ailleurs véritablement. Mais une estimation qu'on a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à peu près une trentaine de milliards. Mais une trentaine de milliards, ce n'est pas rien. C'est gigantesque. Donc, oui, c'est vrai, on a des retraites plus chères qu'ailleurs. Mais en grande partie, c'est parce qu'on a des retraites publiques qui sont beaucoup plus chères. Nous, on avait appliqué le mode de calcul du privé sur 4000 agents de l'État. On arrivait à une différence de 20% d'écart de pension une fois arrivé à la retraite, hors prime, et prime comprise de 7%. C'est gigantesque. Pour des carrières identiques, c'est-à-dire un prof dans le privé sous contrat versus un prof dans le public avec la même carrière. Vous savez bien d'ailleurs que les professeurs du privé sous contrat, ils n'ont pas du tout le même niveau de pension que les professeurs du public. Donc, mais quelle est la légitimité de cet écart? Il n'y en a aucun en fait. Il n'y a aucune légitimité en la matière. Donc, on a sous nos yeux toutes les économies possibles, la convergence des modes de calcul entre public et privé sur les retraites. C'est sûr que ça met du temps à rapporter des milliards. Ça ne ferait pas 20 milliards ou 15 milliards tout de suite. Ce serait 15 milliards à l'horizon 2050. Mais même à l'horizon 2050, vous savez, quand vous dites au marché financier, je vais faire un effort pour faire converger les modes de calcul public-privé, ça peut les rassurer aussi. C'est-à-dire que là, en ce moment, qu'est-ce qu'ils voient les marchés financiers sur la France? C'est pour ça qu'on emprunte plus cher que la Grèce à 5 ans. Ils voient qu'on ne fait rien. Qu'on n'essaie pas du tout de rétablir un équilibre primaire, qu'on n'essaie pas du tout finalement de travailler plus. Alors là, dernièrement, on commence à se dire que tiens, ce serait normal que les gens qui sont au RSA soient inscrits à Pôle emploi pour chercher un travail. Mais ça a mis du temps. Non, mais c'est un truc tout bête. Il n'y a que 40% des gens qui touchent le RSA qui sont inscrits à Pôle emploi.
j'ai écrit ça dans pas mal de mes livres, et puis j'ai débattu avec Olivier Dussopt quand il était ministre du Travail pour l'Express. Je lui dis, c'est quand même pas possible, vous êtes obligé à un moment de dire tous les gens qui sont RSA sont obligés de s'inscrire à Pôle emploi, c'est un minimum, non? Alors il me dit, oui, mais ça va faire monter la catégorie A. Alors je lui dis, bah oui, mais monsieur le ministre, à un moment, en fait, ils sont chômeurs aussi, ces gens-là. Je comprends bien que vous n'ayez pas envie de les compter. Alors je lui dis, vous allez faire comment? On va inventer des nouvelles catégories. Alors, moi, je croyais que c'était une blague, mais en fait, j'ai lu un papier dans les Échos cette semaine, peut-être vous l'avez lu, qui dit qu'ils sont en train d'inventer les catégories G et H, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Ou F et G. Non, F et G, je crois. Et donc, pour pas qu'ils soient en catégorie A. Mais c'est lunaire. Et alors, pourquoi est-ce que nous, on a un chiffre du chômage qui a l'air si génial, alors qu'on voit bien tous qu'on a d'énormes problèmes pour recruter, etc., etc. Enfin, que en fait, c'est pas exactement ce qu'on croit. Et les 7 et quelques pourcents, 7,5% de chômage. Mais en fait, il y a 2 millions de personnes dans le halo du chômage, dont beaucoup sont à Pôle emploi ou à l'AH, l'allocation adulte handicapé. Mais ces personnes-là ne sont pas comptées comme chômeurs. Parce que soit ils ne sont pas disponibles dans les 15 jours pour travailler, soit ils n'ont pas cherché dans les 4 semaines antérieures activement un emploi. Alors qu'aux Pays-Bas, au Danemark ou en Allemagne, les mêmes personnes, elles seraient obligatoirement comptées comme chômeurs parce qu'elles seraient obligées de chercher un emploi. Et obligatoirement inscrites à Pôle emploi et obligatoirement disponibles dans les 15 prochains jours pour bosser. Sauf que nous, c'est tranquille. Il n'y a pas d'obligation. Donc, on n'est pas compté comme chômeur. On est dans le halo du chômage, 2 millions de personnes. Vous additionnez le halo du chômage et le chômage, on est à 11% de chômeurs. Les Allemands, quand vous additionnez le halo du chômage et le chômage, ils sont à 7%. Vous voyez, c'est un petit écart. Hein, mais ça, je l'ai écrit dans mes bouquins. Mais finalement, nous, quand on va les remettre dans les catégories, ah ben non, il ne faudrait quand même pas les compter. Hein, donc, vous voyez, une sorte de manière de mettre les choses sous le tapis. Alors, il y a eu des bonnes choses, parce qu'on a augmenté le taux d'emploi, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Le travail doit être la règle. Tous ceux qui peuvent doivent travailler. Parce que c'est comme ça qu'on crée de la richesse. C'est pas, désolé Jean-Luc Mélenchon, c'est pas en travaillant à 30 ans, en ayant eu avant une indemnité d'existence et en finissant à 60 ans, qu'on crée de la richesse dans un pays. C'est pas possible. En fait, il n'y a aucun pays qui peut avoir derrière un modèle social en or massif comme le nôtre. Ou alors, il faut qu'on dise clairement aux gens, bah, on ne bosse pas, mais on n'a pas de retraite, et puis on n'a pas de chômage, et puis on n'a pas l'hôpital remboursé, etc. etc. Hein, ça ne peut pas être tout le beurre et l'argent du beurre, en fait. Ce n'est pas possible. Et je pense qu'on est en train, dans l'opinion publique, d'avoir une évolution sur ce sujet. En tout cas, moi, je le ressens. Parce que pendant des années, beaucoup de journalistes de la télévision publique ou la radio publique disaient « mais attends, on ne va pas parler d'économie, etc. » Maintenant, j'allume la radio, même France Info, j'entends « attends, il va falloir faire des économies. » Donc, le travail qu'on a fait à la Fondation IFRAP depuis des années, il commence à payer. Hein, les gens commencent à comprendre. Ils sont inquiets pour la dette, ils disent mais on ne peut pas continuer comme ça, et puis en fait on ne peut pas augmenter l'impôt, et puis l'impôt uniquement pour les très riches, ça ne suffira pas, etc., etc. Ils commencent à avoir des bons réflexes. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je suis certaine que si on faisait demain un référendum pour dire qu'est-ce que vous préférez, on baisse la dépense, on augmente les impôts, les gens voteraient massivement pour baisser les dépenses. Hein, j'en suis absolument persuadée. Parce qu'ils voient bien que ça ne fonctionne pas. Le matraquage fiscal à la Piketty et à la Mélenchon, etc. Ça ne marche pas. Donc, moi, la note d'espoir que j'ai, et c'est pour ça que je me bats tous les jours, parce que je peux vous dire que si je n'avais pas d'espoir, j'aurais arrêté depuis longtemps de faire ce que je fais. Hein. Ça n'a pas de sens sinon. Dans les jours qui viennent, on va voir tous les ministres de Bercy. On va voir Matignon, on va voir les parlementaires. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va leur expliquer tout ça. Et on va leur dire qu'il y a des solutions. Et on va leur dire qu'il faut aller dans cette direction d'économie à court, moyen, long terme et de feuilles de route pour rassurer les marchés. Parce que nous, on n'est pas pour le chaos. Aucun d'entre nous n'est pour le chaos dans cette salle. On est pour une France qui gagne.
On est pour une France d'entrepreneurs qui crée des choses formidables, qui exporte, qui produit. On n'est pas pour une France qui perd et une France qui s'enfonce. On a envie que nos enfants continuent à vivre dans ce pays qui est magnifique, avec des gens très talentueux. Donc pourquoi je dis ça? Parce que l'été dernier, on avait la possibilité de dire « Ah là là, l'année prochaine, on n'aura pas de budget » et les marchés auraient peut-être déjà attaqué parce qu'on aurait pu dire « Ah non, pas de budget, pas de possibilité de lever l'impôt, pas de possibilité de financer, etc. » Et derrière, on aurait peut-être déjà eu une montée des taux sur la dette incroyable. Nous, on n'a pas fait ça. On a dit on va rassurer, on va regarder tous les outils qu'on a constitutionnels et dans la loi organique des lois de finances pour vraiment dire, bah oui, il y a des possibilités pour avoir, quoi qu'il arrive, un budget au 1er janvier 2025. Et ça va être compliqué. Parce que le gros défi de ce gouvernement, avant toute chose, c'est faire atterrir ce budget 2025. Et le faire atterrir dans des conditions correctes. Et je vais vous dire, l'espoir que j'ai aussi, c'est que finalement, les politiques vont tellement s'annuler les uns les autres, avec leurs lignes rouges dans un sens, dans un autre, etc., que la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on pourra reconduire les impôts de 2024 sur 2025 sans toucher en fait véritablement le levier fiscal parce qu'ils ne trouveront jamais d'entente. Et que la seule chose qu'on pourra faire derrière, c'est geler la dépense. Voilà. Et moi, mon espoir, il est là. Voilà. C'est qu'à un moment, finalement, les difficultés politiques fassent émerger une solution technique budgétaire qui nous permette de dépenser moins et de taxer moins que ce qu'on ferait si jamais le politique s'en mêlait véritablement. Voilà. Parce que, vous savez, il y a peu de temps maintenant jusqu'à la fin de l'année. On a déjà perdu énormément de temps sur le budget. On est déjà hyper en retard. Ensuite, il y a 70 jours dans la Constitution. C'est l'article 47.2. Si on dépasse les 70 jours de discussion, en fait, il faut trouver une autre solution. À ce moment-là, on passe sur une loi spéciale. Si on fait une loi spéciale, c'est en fait que pour revoter les impôts de l'année d'avant. On autorise l'administration à prélever l'impôt de 2024. Si on fait ça, ensuite on passe par ordonnance des dépenses. Et ça veut dire qu'en fait, on va les faire à minima. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir dans le fait que finalement, le Parlement va s'auto-annuler en termes de capacité de nuisance. Et que derrière, on sera obligé d'aller vers une solution qui sera la plus cohérente en termes d'atterrissage. Moi, j'étais d'ailleurs pour un gouvernement plus technique, ou je vous ai dit, un gouvernement d'entrepreneurs, de gens assez neutres, parce que je considère qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire de la politique. On a besoin de gens qui aiment ce pays et qui se dévouent pendant 6 à 8 mois pour donner les bonnes orientations, au-delà des clivages et des idéologies, en fait. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que nos syndicats devraient déjà défiler dans la rue pour dire qu'il faut baisser les dépenses. Parce que si on ne le fait pas, dans le cas d'une crise de la dette, on peut se retrouver à ne plus pouvoir payer les salaires des agents, ne plus pouvoir payer les hôpitaux, les écoles, etc., les pensions et tout. Il faut vraiment qu'on fasse cette pédagogie. Moi, je fais cette pédagogie toutes les semaines dès que je peux, en disant, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte que nous, ce qu'on propose à la Fondation IFRAP, c'est rien par rapport à ce qui va nous arriver si on continue à foncer dans le mur de la dette. Parce que regardez ce qu'ils ont fait en Grèce. Vous avez raison, monsieur. Regardez ce qu'ils ont fait au Portugal ou en Irlande. Ce n'est pas des gels, c'est des baisses de rémunération des agents publics de 20 ou 30%. C'est des gels de pension et des baisses de pension pendant plusieurs années. C'est des augmentations du temps de travail des agents publics, tout en ayant des baisses de rémunération. C'est des suppressions de postes. Ce n'est pas du tout ce que moi je vous dis là sur notre projet de 30 milliards d'économies pour 2025. C'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus dur. Et évidemment, le FMI qui viendrait en France, il ne dirait pas on va augmenter les impôts, parce qu'il verrait bien qu'il n'y a pas de possibilité d'augmenter véritablement la recette en faisant ça. Mais il verrait tout de suite qu'il faut baisser la dépense et qu'il faut tailler dans la dépense. Et c'est ça la réalité qui nous pend au nez. Donc c'est pour ça que moi je dis que c'est beaucoup plus social de proposer ça tout de suite que d'attendre qu'on soit en pleine déliquescence de nos finances publiques. Donc je pense que finalement, tous les gens de bonne volonté vont se retrouver petit à petit là, dans les semaines qui viennent pour trouver des solutions. En tout cas, je l'espère. Parce que je crois qu'on a tous intérêt à, ce que je disais tout à l'heure, à sortir par le haut et pas continuer à creuser
de manière finalement extrêmement dangereuse pour notre économie, hein, et pour la croissance. Parce que si vous cassez en permanence la croissance, ben forcément vous rentrez dans une dynamique très 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 négative, hein. Et ce que dit pudiquement Laurent Saint-Martin quand il dit qu'il y a déjà un attentisme des acteurs économiques, c'est pas un attentisme, on est déjà dans la situation d'une quasi-grève de l'ensemble des acteurs économiques, qui ne dit pas son nom. Et à un moment, il faut expliquer les choses, hein, parce que si on continue plusieurs mois comme ça, c'est catastrophique. Donc si on redonne de l'espoir aux acteurs économiques en leur disant « bah oui, on va faire le job, on va faire le travail », là, on a un booster de la croissance, hein. On a un espoir énorme qui arrive. Moi, j'en suis absolument persuadée. Donc, je sais que Michel Barnier a réuni ses équipes là pour que tous autour de la table lui donnent des idées d'économie. Donc, j'espère que, en tout cas, je sais que nos travaux sont entre leurs mains et qu'on les a fait passer chez les bonnes personnes pour que ça fasse florès et qu'ils prennent les bonnes décisions. Mais je sais aussi que les arbitrages qui ont eu lieu déjà sur la première maquette, vous savez, le fameux tiré à part que demandaient Coquerel et Charles de Courson quand ils sont allés à Matignon, les arbitrages qui ont été faits, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des articles qui décident, par exemple, la désindexation de l'allocation adulte handicapé. Parce qu'ils disent que ça va être rejeté à l'Assemblée nationale. Donc, ils étaient encore dans des considérations, à mon avis, qui ne sont pas les bonnes, hein. Maintenant, il faut assumer des mesures cohérentes et claires, avec l'essai que ce soit à peu près équitable pour l'ensemble de la population et l'ensemble des entreprises. Donc, je suis persuadée qu'on peut y arriver. Maintenant, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer exactement dans les mois qui viennent. Moi, j'espère vraiment qu'on va éviter la crise de la dette. De toute façon, on peut se donner rendez-vous dans un an et puis faire le bilan, hein, parce que ça va vite se voir, hein. S'il ne se passe rien, au niveau où galope notre déficit public, le moment très très douloureux, ça va commencer à être entre février et avril de l'année prochaine. Parce qu'ensuite, on a à nouveau des notations sur la France, à nouveau des chiffres qui vont tomber sur les exécutions budgétaires, etc. À nouveau des questions qui vont se poser, parce que si la loi de finances initiale est mal faite pour 25, on aura très très rapidement des lois de finances rectificatives et on aura très rapidement des débats assez graves avec la Commission européenne qui va commencer à s'impatienter parce qu'on est lanterne rouge maintenant de la zone euro en matière de déficit. Et en matière de déficit et en matière d'augmentation de la dette, vous savez qu'on avait fait un audit qu'on avait fait paraître dans Le Point au mois de juillet dernier où on montrait qu'on avait augmenté la dette de 12 points par rapport à 2017, alors que tous les autres pays avaient augmenté de beaucoup moins en zone euro, hein. Donc on est quand même dans une situation où tous les warnings sont allumés sur la France, hein. Donc moi j'espère le sursaut et je pense que tous les entrepreneurs de France doivent pousser dans ce sens-là. Parce que les services publics, l'argent public, les finances publiques, c'est pas quelque chose qui est le domaine de l'État ou des administrations. Ça nous concerne tous. C'est nous, c'est à nous, c'est le bien commun. Ça nous appartient, c'est nous qui finançons. Donc à un moment, il faut qu'on reprenne un peu le pouvoir aussi là-dessus. Qu'on arrête de se laisser mener par le bout du nez par des administrations qui juste décident tiens, on va taxer plus plutôt que de regarder comment on dépense l'argent public. C'est pas possible. Là, il y a vraiment, à un moment, un engagement de la société civile, et c'est pour ça que j'aime beaucoup intervenir au CERA, parce que je sais que vous êtes tous très engagés sur ces questions, un engagement de la société civile à avoir et des remontées d'informations par les parlementaires, par les députés, par les sénateurs, pour leur dire, ben voilà, maintenant, poussez pour la baisse de la dépense, là, allez-y, c'est maintenant qu'il faut le faire, hein. Et vous savez, le politique, il bouge quand il sent que l'opinion publique est prête. Donc c'est aussi à nous, dans les territoires, de faire comprendre aux politiques, aux représentants de ces territoires, qu'on est prêt et que les Français ne s'opposeront pas. Parce qu'ils ont toujours peur de la menace des syndicats, des émeutes dans la rue, etc., etc. Et ça, c'est toujours la peur. Les révoltes sociales, etc., etc. Mais s'ils sentent que ça vient de la base et que les gens veulent
cette baisse de la dépense plutôt que le chaos et une situation dont on sortira forcément affaibli, je pense que ça permettra aussi de faire passer les choses. Je vous propose qu'on passe aux questions.